Donc, nous allons essayer ce matin, euh, comme objectif pour ce webinaire, de passer un peu en revue les SDG. Tout d'abord, que vous puissiez comprendre de façon générale en quoi cela consiste. On aura ici évidemment un peu de temps pour aller un peu plus en profondeur sur la définition de ces SDG et leur but. Évidemment, on pourra en parler des heures, mais on va se limiter à 1 heure pour cette partie de la présentation. Et une fois qu'on aura introduit les SDG, on ira aussi jusqu'à la façon d'intégrer éventuellement ces SDG dans la stratégie et dans les activités d'une organisation en général. Voilà, on va aborder de façon précise les 5 points suivants. Tout d'abord, une introduction aux objectifs de développement durable. Je dois dire que dans la présentation aujourd'hui, on utilise essentiellement le sigle SDG. Si on devait traduire ça en français, on utilise aussi le sigle ODD, Objectifs de développement durable. Mais pour la facilité de l'exposé, on va s'en tenir à la dénomination internationale et parler de SDG. Ensuite, on verra comment ces SDG, à l'heure actuelle, sont déjà implémentés au niveau du pays, mais aussi au niveau des régions et au niveau des entreprises en Belgique. Il y aura un point qui sera fait également sur la possibilité de contribuer au niveau international à ces objectifs de développement durable. Et alors, j'essaierai de vous donner un maximum d'éléments pratiques et d'outils qui sont à votre disposition pour que vous puissiez travailler vous-même au sein de votre organisation sur ces SDG. Et donc, la dernière partie, donc je vais essayer de faire ça en à peu près 1 heure avec vos questions et les réponses à vos questions. Et ensuite, Vania d'UCB vous expliquera comment concrètement UCB s'y est pris pour aborder cette approche des objectifs de développement durable. Voilà, de façon générale et pour remonter un peu dans le temps, ces SDG font suite à une autre série d'objectifs qu'on appelait les Millennium Development Goals, les MDG, qui s'étalait sur la période de 2000 à 2015. Vous savez que les SDG, c'est un agenda à l'horizon 2030, mais qui a démarré, lui, qui a été discuté et mis au point à partir de 2015. Donc, 2 fois des périodes de 15 ans, ça c'est la similarité entre les deux approches. Côté MDG, Millennium, vous voyez qu'il y a seulement 8 thèmes qui ont été pris en compte et surtout des thèmes relatifs aux aspects sociétaux, je dirais, et des thèmes liés aux droits de l'homme, en particulier autour des aspects de pauvreté. Par contre, les SDG couvrent, comme vous le savez sans doute déjà, non pas 8 objectifs, mais bien 17. Et les thèmes qui sont abordés sont en fait l'ensemble des thèmes liés au développement durable. Au niveau du process, les deux agendas ont été évidemment élaborés par la même organisation qui sont les Nations Unies. La seule différence, c'est qu'au niveau des SDG, il y a eu un process beaucoup plus large de consensus et de discussion avec énormément d'acteurs, puisque les Nations Unies représentent 193 pays et que l'ensemble de ces pays ont contribué à l'élaboration de ces SDG, donc un process qui a duré pas mal de temps pour arriver à ces consensus. Donc, essentiellement, le scope des MDG, des Millennium Development Goals, concernait une approche adressé surtout aux pays en développement, tandis que les SDG s'adressent et concernent l'ensemble des pays développés ou en voie de développement. Probablement que vous êtes déjà familier avec ces représentations des 17 SDG, avec ces jolies couleurs. C'est la façon la plus classique de les représenter. On va évidemment rentrer dans les détails de ces 17 SDG. Tout d'abord, un élément important, c'est le fait que par rapport à une approche classique développement durable que vous connaissez
et qui s'articule autour des 3 P que sont Planet, People et Profit. Avec les SDG, on a une approche autour de 5 piliers. Donc, on retrouve effectivement le pilier Planet, on retrouve le pilier People, le pilier Profit est remplacé maintenant par le pilier Prospérité. Donc, on cherche évidemment à atteindre le bien-être pour un maximum de personnes. Et il y a 2 nouveaux piliers qui sont d'une part le pilier Peace, c'est-à-dire essayer de développer des institutions fortes pour une société inclusive. Et un pilier très important pour les SDG, c'est la notion de partenariat qui permet de passer comme message que ce n'est pas une organisation à elle seule ou un pays à lui seul qui va pouvoir atteindre ses objectifs à l'horizon 2030, mais qu'il faut se mettre ensemble, aussi bien pouvoir public que société civile ou secteur privé, pour atteindre ces objectifs. Voilà, les 5 piliers donc, contiennent chacun un certain nombre de SDG. Donc, vous voyez que les 3 premiers piliers, que sont People, Planète et Prospérité, ont chacun 5 objectifs dans des domaines particuliers, donc c'est bien équilibré. Et à côté de ça, il y a le pilier Peace and Justice, le SDG numéro 16, et puis le pilier Partnership avec le SDG numéro 17. Un élément et un message important aussi à propos de la structure de ce SDG, c'est qu'il y a quand même un certain niveau hiérarchique. On pourrait dire que tous les SDG sont importants, mais globalement, c'est sûr qu'on va d'abord aborder l'aspect contrôle des ressources naturelles, des matières premières et de la biosphère en général, avant de pouvoir construire des éléments autour de l'organisation de la société, des aspects sociaux, et puis bâtir là-dessus des objectifs en matière économique et croissance pour après arriver à, avec l'objectif 17, les partenariats, à se mettre ensemble pour atteindre ces buts. Un autre message important, c'est que tous ces SDG sont reliés entre eux. Donc, ce n'est pas parce qu'une organisation décide de mettre la priorité sur un SDG que d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des autres SDG ne seront pas abordés. Je prends ici l'exemple du SDG numéro 12 qui concerne une production et une consommation durable. Et vous voyez par exemple que si vous voulez produire durablement, vous allez tenir compte automatiquement de la façon dont vous utilisez par exemple des ressources comme l'eau pour produire de façon durable, et donc ça aura un impact certainement sur le SDG numéro 6 qui concerne justement des objectifs en matière de gestion durable de l'eau. De la même façon pour l'éducation, consommer durablement, ça veut dire aussi éduquer les gens à avoir une alimentation saine, et vous contribuez automatiquement au SDG 4 à travers ces efforts de sensibilisation et d'éducation. Et vous pouvez faire le raisonnement de la même façon avec l'ensemble des 17 SDG. Donc, choisir de contribuer en priorité à un des SDG ne veut pas dire que vous laissez tomber automatiquement les autres. Au contraire, il y a des contributions indirectes sur les autres également. Si l'on rentre maintenant un peu plus dans les détails des SDG, en les prenant pilier par pilier, donc il y a le premier pilier qui concerne People, donc l'humanité en général, où il est question de droits fondamentaux de l'homme et d'offrir à tous une chance de mener une vie décente. Vous voyez ici qu'il est question de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la faim dans le monde, de la santé et du bien-être, d'une éducation de qualité et d'une égalité en priorité entre les sexes. Donc, ici, il s'agit d'éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions, faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité et dans un environnement sain. C'est la façon dont ce premier pilier est résumé en termes d'objectifs globaux.
Le deuxième pilier est un pilier évidemment très important qui concerne la planète. Et là, il est question de gérer durablement les ressources naturelles et évidemment aussi de mettre tout en œuvre pour contrer le réchauffement climatique. L'objectif numéro 6 concerne l'eau. L'objectif numéro 12 concerne une consommation et une production durable. L'objectif numéro 13 est précisément celui qui est relatif à la lutte contre les changements climatiques. Vous verrez que c'est un objectif qui n'est pas très développé au niveau de la définition des SDG parce que les objectifs liés à ce changement climatique ont été établis au moment où la conférence de Paris devait aussi se mettre d'accord sur des objectifs liés au climat. Et donc, il vaudrait mieux se référer aux objectifs de la conférence de Paris qui vont plus loin que ce qui est décrit, en tout cas pour cet SDG numéro 13 dans les SDG. Le 14 et le 15 ont trait évidemment à la vie aquatique, donc la pollution des océans et la vie terrestre, en particulier la biodiversité. Vous voyez que dans la définition globale des objectifs planète, on fait référence aussi aux besoins des générations actuelles et futures. Ça fait le lien avec la définition de la commission Brundtland, qui était la première définition en matière de développement durable, qui date déjà d'il y a à peu près 30 ans et qui faisait référence justement à la prise en compte et à l'importance de la prise en compte des besoins des générations futures. Le pilier suivant concerne la prospérité, les aspects économiques, avec le but en particulier de faire en sorte que les gens vivent bien, donc le bien-être des gens, et aussi une croissance et un progrès en harmonie avec la nature. Donc, il est question ici de développer les énergies renouvelables, d'offrir à tous un travail décent et une croissance économique. Il est question d'infrastructures, d'innovation et d'industrie. Il est question d'inégalité, avec la perspective ici plus inégalité nord-sud, et tout ce qui concerne les villes et les communautés durables. Ça, c'est le thème prospérité. Ensuite, il y a le pilier qui concerne la paix, la justice et les institutions efficaces. Donc ici, c'est évidemment moins le cas dans les pays comme les nôtres, où on a évidemment d'un côté des institutions qui sont fortes, mais ce n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Mais on vise évidemment à avoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives avant de pouvoir construire là-dessus sur des aspects plus économiques. Et le dernier pilier, qui est un pilier très important, concerne les partenariats. Et donc ici, c'est essayer de mobiliser toute une série de moyens nécessaires et de se mettre ensemble pour arriver à contribuer un maximum à cet agenda 2030. On parle de partenariats non seulement au sein entre pays, entre nations, mais aussi au sein de chacune des nations entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, la société civile et le secteur privé, y compris aussi les organisations non gouvernementales, les ONG, etc., où chacun a une pierre à apporter à l'édifice pour atteindre les objectifs. Alors, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont proposés pour accompagner les organisations à se lancer dans une approche pour contribuer au SDG. Il y a notamment un document qui s'appelle le SDG Compass, dont vous avez à la fin de la présentation les références sur Internet. Et en gros, ce SDG Compass décrit en fait l'approche générale des SDG autour des thèmes qui sont représentés dans ce triangle. Donc, bien entendu, vous avez le cadre général des SDG dont on vient de parler, mais il y a aussi une définition de la vision globale et des principes dans ce document. Il y a aussi la manière et les moyens pour implémenter ces SDG et aussi une façon de faire un suivi et une revue des actions entreprises pour y arriver.
Alors, on a parlé des 17 objectifs de développement durable. Il faut savoir que derrière ces 17 objectifs, il y a aussi toute une série de sous-objectifs qui sont au nombre de 169. On les appelle en français des sous-objectifs. En anglais, c'est plus des targets. Mais donc, on va pour chacun des 17 SDG aller plus en détail et de façon plus concrète et plus quantitative sur des sous-objectifs. Au niveau de la vision et des principes qui sont repris dans la déclaration SDG, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, c'est un consensus entre pays, mais chacun des pays signataires, donc des 193 pays signataires, est impliqué et s'est engagé à réaliser cet agenda à l'horizon 2030. Donc, c'est une approche inclusive et participative universelle qui ne doit laisser personne sur le chemin. Je vous ai dit que ça comporte en fait 17 points qui sont 17 thèmes principaux qui sont en fait tout à fait en lien avec les thèmes du développement durable. Et un aspect important, c'est que effectivement, comme principe, on veut que les actions soient mesurables. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série d'indicateurs qui sont proposés pour assurer le suivi. Au niveau des moyens d'implémentation, je vais vous donner un exemple pour rentrer un peu plus dans les détails de la structure d'un SDG. Donc ici, on prend comme exemple l'SDG numéro 1 qui est la lutte contre la pauvreté. Et donc, au premier niveau, l'objectif numéro 1, le SDG numéro 1, est défini comme étant éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Derrière cet objectif, il y a donc des sous-objectifs. Dans ce cas-ci, par exemple, il y a le sous-objectif 1.1 qui dit que d'ici à 2030, on va essayer d'éliminer complètement l'extrême pauvreté et ça s'entend actuellement par le fait de vivre avec moins de 1,25 $ par jour. Un deuxième sous-objectif, le 1.2, est que d'ici à 2030, on veut réduire de moitié la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects. Voilà, si on devait traduire ça, par exemple, au niveau d'un pays, par exemple pour la Belgique, probablement que le sous-objectif 1.1 n'est pas pertinent. Par contre, on pourrait s'appuyer et essayer de décliner le sous-objectif 1.2 à la Belgique en essayant de réduire la proportion de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. En Wallonie, par exemple, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1115 € par mois. Donc, tous les sous-objectifs ne sont pas nécessairement relevants pour un pays ou pour une organisation. Il y a évidemment un tri à faire dans tous ces 169 sous-objectifs. Alors, dans chacun des SDG, à côté des sous-objectifs, il y a aussi toute une série de moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, qui sont aussi des éléments importants. Donc, dans le cas du SDG numéro 1, lutte contre la pauvreté, il faut d'une part pouvoir mettre en place, par exemple, au niveau national ou régional, des politiques qui visent à aider et prendre des actions pour lutter contre la pauvreté. Il faut aussi probablement garantir et apporter des ressources financières, par exemple, nécessaires pour développer une coopération et s'arranger pour pouvoir être en état de lutter contre cette pauvreté. Donc, ce sont des objectifs de moyens qui sont aussi pris en compte dans l'approche SDG. Alors, je vous ai dit qu'il y avait aussi une façon d'assurer un suivi et de passer en revue les différentes actions. Donc, au total, globalement, il y a plus de 200 indicateurs de performance qui sont proposés dans l'approche SDG. Si on s'en réfère de nouveau à l'objectif comme exemple, l'objectif numéro 1, lutte contre la pauvreté, vous voyez qu'ici, il y a la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté
qui est un indicateur. Un autre pourrait être la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, c'est évidemment une source importante d'inspiration si au niveau de votre organisation, vous souhaitez définir des indicateurs. Je ne dis pas qu'ils sont tous pertinents, mais vous pouvez au moins vous inspirer de ce qui est proposé dans les SDG pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez le décliner à votre niveau. Donc, globalement, ces SDG, vous l'avez compris, ont été définis par l'Organisation des Nations Unies et ces indicateurs et ces targets ont été aussi élaborés par leur division statistique. Une fois cela fait, au niveau européen, Eurostat a fait l'exercice également de décliner ces objectifs au niveau de l'Europe et ainsi de suite au niveau des pays et en particulier en Belgique au niveau des régions. Vous avez notamment la deuxième stratégie wallonne de développement durable qui fait le lien direct avec les SDG. De même qu'en Flandre, vous avez le programme Visir 2030 qui est en fait un plan d'action pour la région flamande qui fait le lien direct avec les SDG. Voilà, je vais rentrer maintenant un peu plus en détail de ce qui se fait concrètement en Belgique et dans les régions à propos des SDG. Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau international, au niveau de l'OCDE, en 2016, un exercice a été fait globalement pour voir quel était le point de départ des différents pays de l'OCDE en matière de réalisation des targets où on en était. Donc, on est capable de dire à ce moment-là, pour les différents SDG, les 17 SDG qui sont repris dans le graphique, si on était plus ou moins en ligne avec les SDG et quel était l'écart avec les targets. Donc, ça varie évidemment assez fort d'un SDG à l'autre et évidemment d'un pays à l'autre, et c'est ce qui est indiqué sur ce diagramme. Au niveau de la Belgique, une évaluation ici qui a été faite en 2018 montre aussi l'évolution avec d'une part un code couleur où par exemple vous voyez que le vert, précisément l'objectif numéro 1, la lutte contre la pauvreté, est considéré déjà comme un objectif atteint par rapport au target 2030. D'autres en orange, en jaune ou en rouge sont évidemment beaucoup moins aboutis. Et vous voyez aussi avec le code des flèches et le code couleur et la position de la flèche si la tendance est positive, si elle est neutre ou si elle évolue favorablement. Donc vous voyez qu'au niveau belge, il y a la possibilité de façon très visuelle de voir où on en est sur la réalisation de l'agenda 2030. Un autre suivi qui est réalisé, c'est au niveau de la politique fédérale. C'est un graphique qui a été fait sur base des décisions au niveau du gouvernement fédéral en 2017, qui a pris en compte parmi les 169 sous-objectifs ceux qui étaient relevants et pertinents pour la politique au niveau fédéral et SDG par SDG en fonction des décisions prises et des sujets abordés dans le plan fédéral, il est possible de voir où on en est. Alors, juste pour vous donner un exemple, si vous prenez par exemple le SDG numéro 4 qui concerne l'éducation, eh bien là, vous voyez qu'il n'y a rien qui est pertinent au niveau fédéral et c'est assez logique parce qu'en Belgique, l'éducation est une compétence régionale. Et donc, c'est évidemment toute une série de points qui ne sont pas couverts dans le plan fédéral. Ça permet aussi de voir où on en est, si la politique répond bien à ces objectifs SDG et dans quel domaine on devrait mieux les aligner. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la Flandre, il y a un plan très concret, Visir 2030. Vous voyez que pour chacun des SDG, on a essayé de traduire ces SDG en un objectif à l'horizon 2030. Je pense que je ne vais pas rentrer en détail, mais le message ici à faire passer, c'est que la Flandre a effectivement
fait l'exercice de façon très concrète de traduire les objectifs SDG à l'horizon 2030. Au-delà de la région, toujours en Flandre, le VVSG, c'est l'Association des villes et communes flamandes, est aussi très active et très dynamique pour essayer d'encourager les entités locales à appliquer et à contribuer au SDG. Donc, il y a tout un effort de sensibilisation qui a été développé. Il y a des projets pilotes qui ont été lancés. Il y a au niveau des communes des actions très concrètes qui ont été prises et il y a une volonté vraiment au niveau local de pouvoir contribuer et c'est une démarche très dynamique au niveau des villes et communes en Flandre. Côté Wallonie, je vous ai dit que la politique développement durable et la stratégie wallonne fait le lien direct avec le SDG. Le SPW développement durable en Wallonie, qui est aussi une cellule assez dynamique, a commencé à mettre à disposition des organisations et des entreprises toute une série d'outils didactiques pour aider à réfléchir sur les SDG et voir dans quelle mesure les SDG prioritaires peuvent être définis, ainsi que des plans d'action liés à ces SDG prioritaires. Donc, on commence en Wallonie à vraiment diffuser et à aider les différentes organisations à se lancer dans la démarche. De même, comme en Flandre, au niveau de l'organisation des villes et communes en Wallonie, il y a une stratégie durabilité à l'horizon 2024 qui fait le lien aussi directement avec les SDG. Les ONG aussi ont émis des lignes directrices, notamment 11-11-11, qui ont toute une série de pistes pour la mise en œuvre du développement durable en Belgique, des pistes qui s'adressent au pouvoir public, mais aussi aux organisations. Et une organisation comme Oxfam, sur la gauche ici, a également lancé un document qui définit un peu le rôle du secteur privé dans les SDG, avec leur point de vue sur la façon dont cela doit être implémenté au sein des organisations. Voilà, le point suivant concerne plus une perspective internationale, non pas des initiatives globales au niveau international, mais plutôt ici en Belgique, comment peut-on faire pour contribuer aussi sur le plan international à différents SDG. C'est à l'initiative de The Shift qu'une charte a été élaborée pour expliquer le rôle du secteur privé, mais aussi de la société civile et du secteur public aux contributions qu'elles peuvent donner au niveau international. Donc, c'est une collaboration avec le ministère de la Coopération au Développement. Donc, vous voyez sur la partie droite de ce slide toute une série de points d'attention que le secteur privé, dans ce cas-ci, devrait prendre en compte par rapport à ce qui se passe sur le plan international. Donc, vous voyez que les premiers éléments concernent essentiellement la gouvernance, des problèmes d'éthique, des problèmes de best practice en matière de business, de lutte contre la corruption ou d'éléments comme cela. Il y a des aspects plus sociaux liés aux conditions de travail, donc à la supply chain quand il s'agit de faire des approvisionnements à l'étranger, donc de respecter évidemment les droits de l'homme et un travail décent. Il y a toute une contribution qui est demandée aussi au niveau climatique et au niveau impact environnemental, puisque évidemment, quand on remonte la chaîne de valeur, on va être confronté aussi avec des éléments d'empreinte carbone qui ne concernent pas uniquement la Belgique, mais toute la chaîne de valeur. Et alors, évidemment, l'aspect économique avec le développement économique de ces pays-là.
Un élément important dans l'approche, qui est aussi un diagramme qui est repris dans le SDG Compact, est une analyse en fait de la chaîne de valeur, qui est une bonne base de travail pour déterminer d'une part comment on peut améliorer l'impact positif que peut avoir une organisation sur cette chaîne de valeur, et d'un autre côté, essayer de minimiser les impacts négatifs. Donc en fait, on reprend toute cette chaîne de valeur qui vont évidemment des matières premières jusqu'aux fournisseurs, avec les opérations logistiques et de distribution, les opérations, l'utilisation des produits et la fin de vie des produits. Et on voit dans quelle mesure on peut faire le lien avec les SDG, avec des contributions positives, par exemple au niveau du travail décent, le SDG numéro 8, vous voyez là au-dessus, ou en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le SDG numéro 13. Et la même chose au niveau de la réduction des impacts négatifs, au niveau par exemple de l'utilisation de l'eau, au niveau des villes et des communautés durables, ou au niveau de la consommation ou de la production. Donc ça, c'est un bon outil de réflexion sur les impacts des activités d'une organisation sur la chaîne de valeur, avec la perspective aussi internationale. Donc, dans cette même charte élaborée par The Shift et le ministère de la Coopération et du Développement, vous avez également une définition du rôle de la société civile en la matière, avec évidemment aussi la répartition suivant les 4 domaines que j'ai cités plus haut. Donc, société civile, ONG et toutes les associations qui peuvent évidemment aussi contribuer et qui sont concernées aussi par l'aspect international de la chose. Un exemple concret d'une coopération et d'un partenariat est une initiative qui est prise au niveau sectoriel, et c'est une façon certainement d'approcher le problème au sein d'un secteur. Donc Beyond Chocolate, c'est en fait toute une série de producteurs et de distributeurs dans l'industrie du chocolat qui se sont mis ensemble pour améliorer les conditions dans la chaîne de valeur du chocolat, tant au niveau de des problèmes de déforestation, de l'éducation pour les générations futures, et aussi du respect des petits producteurs locaux. Donc, ceci a été fait aussi en collaboration avec une ONG en Hollande, et toutes ces personnes se sont mises ensemble pour développer une initiative autour du secteur du chocolat. Ce qui est important à noter aussi, c'est que ce type d'initiative peut faire aussi l'objet d'un soutien financier et de subsides de la part du ministère de la Coopération au Développement. C'est une initiative qui s'appelle Business Partnership Facility, et donc pour toute une série d'initiatives qui sont menées par ces entrepreneurs dans certains pays, dont la liste peut être trouvée sur le site web qui est référencé sur ce slide, on peut bénéficier de subsides pour ces initiatives. Alors, on passe à la partie pratique et outils utilisables. En dehors du site web de The Shift, qui est déjà très élaboré au niveau fédéral, il y a un site de référence aussi assez important qui s'appelle sdgs.be, dans lequel vous allez trouver toute une série d'informations concernant les SDG. En particulier, vous allez aussi y trouver toute une série d'exemples d'initiatives qui sont prises en Belgique autour de la contribution au SDG. Si vous-même vous êtes actif dans ce domaine, vous pouvez très bien aussi poster vos initiatives. Vous voyez que sur la carte de la Belgique, la plupart des initiatives qui sont répertoriées couvrent surtout le nord du pays, donc il y a certainement des choses qui se passent dans le sud et qui ne sont pas encore référencées sur le site.
Une autre initiative qui est prise par The Shift et par le niveau SDGs.be, c'est ce qu'on appelle les SDG Voice. Donc depuis, je pense, 2016, il y a une série d'organisations, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur de la société civile, qui sont nommées SDG Voice, qui servent un peu d'ambassadeurs pour passer les messages et les engagements que ces sociétés ont dans le domaine des contributions au SDG. Donc, ce sont des petites vidéos que vous pouvez regarder à votre aise. Ici, on a repris l'exemple du journal Métro qui date déjà de 2018 et l'exemple de Natagora de 2018 aussi. Les ambassadeurs 2019 ont aussi été nommés, même en 2020, la sélection a déjà été faite, mais je n'ai pas trouvé de témoignages francophones, donc il y a aussi là un effort à faire dans le sud du pays pour nommer des ambassadeurs francophones. D'autres guides utiles, donc on a parlé de la charte SDG Charter de Shift. Au niveau flamand, le VOCA, qui est l'association patronale qui représente les chambres de commerce aussi en Flandre, a développé une charte de développement durable avec un lien direct vers les SDG. Et donc, c'est aussi, comme source d'inspiration pour vous, une façon de voir quel type d'actions sont recommandées par le VOCA aux PME flamandes pour contribuer au SDG. Le document de référence dont j'ai parlé tout à l'heure, le SDG Compass, reprend évidemment l'approche générale et la définition et la façon d'implémenter et de suivre les SDG. Un autre élément, un document intéressant pour les organisations publiques, qui n'existe aussi qu'en néerlandais, mais qui était à l'initiative de la région flamande, c'est un guide pratique pour les organisations publiques pour implémenter une approche SDG au sein de l'organisation. Alors, au niveau des entreprises, évidemment, il y a de plus en plus d'entreprises qui, dans leur communication, dans leur rapport annuel, font part du lien entre leur stratégie globale et les SDG. Un exemple est bien sûr une société très à la pointe dans le développement durable qui est Umicore, comme vous le savez, qui ont changé il y a déjà plus de 15 ans leur business model pour l'orienter vers des thématiques beaucoup plus liées au développement durable et qui sont passées donc de l'exploitation minière vers des domaines comme le recyclage des batteries, la mobilité propre, etc. Et donc, vous voyez sur ce slide que dans leur stratégie globale, ils font un lien direct entre les piliers importants de la stratégie et les contributions au SDG. Un autre exemple est le VDAB, qui est l'équivalent du Forum en Wallonie, qui, elle, a défini donc sa vision développement durable en lien avec les SDG et qui ont conclu au fait que sur les 17 SDG, ils allaient donner priorité aux 5 qui sont mentionnés sur ce slide. Ça a fait l'objet évidemment d'un processus assez long de réflexion et d'approche pour arriver à ces conclusions. Voilà, de façon globale, pour recadrer un peu les SDG dans une approche générale CSR, responsabilité sociétale des entreprises, vous êtes peut-être familier avec l'approche classique basée sur l'ISO 26000, avec le Global Reporting Initiative comme standard de rapportage sur les initiatives RSE, une approche qui définit 7 domaines sur lesquels on va faire une analyse d'impact des activités de l'organisation. En fait, c'est une approche qu'on appelle in-out, en ce sens qu'on part des activités de l'organisation et on essaye de définir les impacts positifs ou négatifs que ces activités peuvent avoir sur les différents domaines. Quand on regarde maintenant le cadre SDG, c'est un cadre tout à fait complémentaire à l'approche ISO 26000.
puisque en fait ici on part pas des activités de l'organisation, mais on part d'objectifs globaux qui ont été définis de façon universelle. Et donc là, on va se poser la question comment, avec mon business de base et mes activités de base, je vais pouvoir contribuer de façon effective à l'un ou l'autre de ces SDG. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche plutôt out-in. Donc, on part de l'objectif 2030 et on regarde aujourd'hui dans quelle mesure nos activités peuvent contribuer à ces objectifs. En particulier, un objectif sur lequel on peut revenir et qui se trouve dans la plupart des plans de développement durable des organisations, c'est bien sûr la lutte contre le climat. Quand on prend ici, c'est une façon de montrer comment les SDG peuvent impacter le niveau d'ambition d'une organisation. Parce que si vous prenez la méthode classique basée sur l'ISO 26000, vous allez partir effectivement donc des activités de votre organisation et en fonction des impacts que ces activités peuvent avoir, vous allez vous-même vous définir des objectifs, par exemple en matière de réduction de consommation d'énergie avec des targets qui sont pour vous plus ou moins réalistes. Par contre, si vous partez de l'approche des SDG, c'est-à-dire des targets à l'horizon 2030 qui sont basés, dans ce cas-ci, sur les accords de Paris qui disent on veut que l'augmentation de température soit de maximum 1,5 à 2 degrés. Ces objectifs globaux sont traduits par secteur à travers une méthodologie qui s'appelle le Science-Based Target. Et donc, ça va permettre à votre organisation d'avoir des targets de référence qui correspondent au niveau des best practices pour atteindre cet objectif en 2030. Et donc, vous allez voir automatiquement qu'il y aura sans doute un gap entre ce que vous auriez fait établi comme objectif et comme target concrète sur base de l'approche classique par rapport à une approche SDG. Donc, globalement, il y a toute une série de valeurs ajoutées dans ce nouveau cadre SDG pour votre stratégie durabilité. Bien sûr, ça vous donne une perspective externe qui reflète les défis sociétaux, puisque ça part d'un consensus universel. C'est aussi une source d'inspiration pour vous aider à identifier les impacts possibles de votre organisation sur la société. Ça vous permet, comme je viens de le dire, d'élever le niveau d'ambition de votre organisation en matière de développement durable. Et c'est aussi une façon universelle de communiquer, puisque tout le monde parle des mêmes objectifs. Voilà, il y a en matière de détermination des objectifs, évidemment, une organisation n'est pas l'autre. Il peut y avoir différents points de départ, il peut y avoir différents défis. En fait, il y a deux situations qui peuvent se présenter. La première situation, c'est qu'au sein de l'organisation, il n'y a pas encore de véritable stratégie ou d'expérience en matière de responsabilité sociétale, mais l'entreprise souhaite développer une approche basée sur les SDG. Alors là, le risque, évidemment, c'est de commencer à faire, c'est le symbole de la cerise ici, de faire du cherry picking en disant, ben moi, en fonction de mes activités, il me semble que le plus évident, le plus facile, ce serait de travailler sur tel et tel SDG et donc d'en sélectionner 2 ou 3 comme ça de façon intuitive. L'autre situation, c'est qu'une société a déjà développé sa stratégie CSR, RSE, et elle veut évoluer vers une stratégie liée au SDG. Alors là, le risque, c'est d'avoir une approche caméléon, c'est-à-dire qu'on va partir de sa stratégie existante et on va essayer de la colorier avec les différents SDG. Donc ça, ce sont un peu les deux situations de risque qui peuvent se présenter pour développer une bonne approche. Et donc, effectivement, il faut essayer de partir d'une feuille blanche par rapport au SDG et de se poser les questions de façon beaucoup plus globale. Alors, on a comme référence ici un baromètre SDG qui a été développé par l'Université d'Anvers en 2018
et qui s'adresse aux différentes organisations et entreprises en Belgique et qui montre aussi que les sociétés qui sont déjà occupées à développer des stratégies en sustainability disent dans 43% des cas qu'il y a beaucoup de similarités entre le cadre SDG et ce qu'ils font. Et il y a 48% qui disent qu'ils vont effectivement pouvoir s'appuyer sur leur stratégie sustainability pour aborder la question des SDG. Dans la même étude, il montre aussi qu'il y a un certain nombre de barrières à adopter une approche SDG. Et vous voyez sur ce graphe que une des principales barrières, c'est en fait une barrière interne. Ça veut dire que soit la direction de l'entreprise ou de l'organisation s'oppose à développer une approche qui va dans ce sens, ou bien même que la société ou l'entreprise ou l'organisation ne voit pas directement les avantages liés au SDG. En fait, il faut essayer de se poser des questions en deux étapes. La première question à se poser est de savoir si, pour pouvoir déterminer les SDG prioritaires, mon organisation, par rapport aux fameux sous-objectifs, donc on va essayer de travailler au niveau des 169 sous-objectifs, quels sont les impacts possibles de l'organisation, des activités de l'organisation sur ces sous-objectifs. Est-ce ils peuvent être évidemment positifs ou négatifs, ils peuvent être réels, ça veut dire actuels, mais ils peuvent être aussi potentiels, ça veut dire qu'il peut y avoir un risque d'avoir ce type d'impact dans le futur. Et la deuxième étape, c'est d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de voir à quel niveau ces impacts sont importants par rapport aux sous-objectifs. Et donc, les impacts peuvent être de trois natures. Ils peuvent être matériels, ça veut dire que les activités cœur de l'organisation ont un impact significatif direct sur ces sous-objectifs. Ils peuvent être aussi liés, ça veut dire que l'impact peut être plus indirect ou moins significatif. Et il ne peut pas y avoir d'impact du tout, mais par exemple avoir un engagement volontaire. On a parlé tout à l'heure comme exemple de la lutte contre la pauvreté. Mais rien n'empêche n'importe quelle organisation de contribuer de façon volontaire à aider certaines catégories ou certaines organisations à caractère plus social pour contribuer à cette lutte contre la pauvreté. Donc, on essaie de voir effectivement par rapport à ces 169 sous-objectifs, quels sont ceux qui sont relevants et parmi les relevants, est-ce que l'impact est matériel, lié ou volontaire? Ça, c'est une façon d'aborder la question. Un autre outil de référence qui peut être intéressant, qui fait partie de la certification B Corp, qui est une certification assez récente sur le plan international liée au développement durable en général, à travers la méthodologie d'évaluation de cette certification, il y a ce qu'on appelle le SDG Action Manager, qui est en fait un questionnaire assez élaboré de 300 à 400 questions, mais qui fait aussi le lien avec toute une série d'actions possibles au sein de l'organisation pour pouvoir contribuer à ces SDG. Donc, c'est un bon outil d'inspiration pour voir comment concrètement définir des actions liées au SDG. Pour mémoire, et de nouveau, ce sont des exemples qui viennent du nord du pays en espérant qu'on aura prochainement l'équivalent dans le sud. Mais pour ceux que ça ne dérange pas de travailler en néerlandais, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle le MVO Scan, qui est en fait un outil de self-évaluation d'une organisation qui démarre dans le développement durable, dans une approche CSR, et qui lui permet d'identifier ces différents impacts à travers un questionnaire. Et là aussi, pour chacune des questions, il y a un lien qui est fait avec les SDG. Ça, c'est un outil qui est tout à fait disponible sur le site du gouvernement flamand. Et de même, un outil plus récent qui s'appelle le Sustatool, qui va un peu plus loin que le MVO Scan, parce que là, effectivement, il va jusqu'à proposer des actions spécifiques domaine par domaine et qui sont aussi en lien avec les SDG. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, mais regardez aussi
à la fin des slides, où on a refait la liste des différents liens pour tous les outils et les documents et les exemples pratiques qui ont été signalés plus tôt. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et donc, le dernier site, évidemment, est celui de DeShift, qui peut vous servir aussi comme inspiration. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Maintenant, je vous propose d'écouter le témoignage du CB qui a démarré une réflexion pour justement sélectionner et, ah oui, peut-être, excuse-moi Benoît, répondre à la question qui a été posée via le chat. Oui. Donc, je ne sais pas si tu la vois. J'aimerais vous demander si la liste d'indicateurs sont des propositions à titre indicatif ou obligatoire. Les compagnies peuvent choisir d'autres indicateurs. Quelle est la relation entre les indicateurs SDG et les indicateurs GRI? Donc, la question des indicateurs, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le cadre SDG, il y a environ 200 indicateurs qui sont proposés, mais pour la plupart du temps, ce sont des indicateurs qui sont définis au niveau national et même international et qui doivent être déclinés à votre niveau. Alors, bien sûr, il y a certainement une similitude avec les différents thèmes que vous allez retrouver dans le GRI, et également entre les indicateurs qui sont proposés dans le GRI. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration plutôt pour vous, mais vous devez systématiquement refaire l'exercice de décliner, aussi bien pour le GRI que pour les SDG, ces indicateurs pour les rendre tout à fait en ligne avec vos propres activités et que ce soit relevant et bien précis et mesurable pour vos activités à vous. Merci beaucoup. Vanya, if you are ready to... Yes, hello, hello. I just cannot share my slides. Benoît, tu dois sortir du... Donc, on découvre un peu tous comment fonctionnent ces outils. C'est bon comme ça? Oui. Can you see my slide? Oui, yes. Perfect. So, hello everyone. My name is Vanya, and I'm working for UCB already for 4 years. My position is Sustainability Manager. And I will today try to explain you the journey of UCB and how we integrated SDGs into our strategy. So first of all, I want just to give a brief explanation of who UCB is, in order also to give you the context. UCB is a biopharmaceutical company that was founded in 1928. We are bringing solutions to the patients that live with neurology and immunology diseases. What we say always is that we are inspired by patients and driven by science. And we are really trying to help people live better lives, even though they have some specific condition, now and into the future. And in this part, when I mention into the future, it's important to say that we invest around 26% of our revenue to research and development, so bringing new solutions. So today I will talk more to you about how sustainability is really our business approach. Our purpose is to create value for patients now and into the future. It's important that I highlight this multiple times because we are also proud that is something that came out after the materiality assessment of last year, in the way when we integrated all of the insights and things into our strategy. So that means that we want to bring solutions to the patients today, but also to be able to bring them those solutions in the future. Here you can see our patient value ambition. You already probably felt that we are really patient-driven company based on my explanation from before. So we are committed to the patients, caregivers, and their families in order to help them to really
live the life they want. We are bringing differentiated solutions that are providing them with unique outcomes in order to have the best individual experience. And what is really important to highlight is that our aim is to give them access to all people that need our solutions. Really, I want to highlight this part on all who need these solutions, because it's quite a bold statement. And in order to fulfill our ambition, we are also committed to our employees, shareholders, and the community where we live in. That indeed includes also the planet that we live on. And we cannot do all of this alone. It's not really possible to bring value to the patients still while being committed to the society and planet. And that is why we believe that partnership is something that can bring us further. On the first slide, it was mentioned that sustainability is our business approach. So first of all, I mentioned that we are committed to the patients. We are also committed to the other stakeholders as employees, shareholders, and communities. And how we are doing that? So we are trying to focus on 4 different material, we call it priority pillars for us. So we believe that focusing on these things, we can really bring the biggest value. And the first one is we believe that we should continuously innovate in order to bring new solutions to the patients. Then also we want to improve the access of our solutions, so everyone who needs the solution can have them. Looking into employee sphere, we really want to promote employees' health, safety, and well-being. And then, it's last but not the least, minimize our environmental footprint. It was really interesting to hear from Benoit all of the presentation on SDGs, and here you can see that we are focusing our efforts into 2 SDGs. And what he mentioned, I really appreciate, is that indeed focusing on 2 SDGs doesn't mean that we are forgetting about all of the other ones. These are the SDGs that are core to what we do, and that is why we put our biggest efforts in. And also indirectly, we are tackling many other ones. So I gave you basically where we are today, but probably you asked yourself on how did we get here, and what were the steps, and what was the journey, the challenges, or the things that happened throughout. So in order to tell you that story, I need to go 1 year back, where it was around February last year when we started this discussion. We started working and talking to one consulting company that is experienced in a sustainability area. And through various discussions and really looking into the trends outside, we realized that governments are struggling, that they cannot do things on their own, that there is more and more people on the streets. So we had many climate strikes, even here in Belgium, many strikes on equality. It was everywhere in the news throughout all last year, how people are really raising questions and asking for more. On the other side, they were not just asking the governments, they started asking companies, like, what you can do more to help the society and environment and really tackle some of the sustainable development areas important to all of us. So we done that trend analysis and realized that all of the companies should give their contribution. And on the other side, we looked into what other pharmaceutical companies are doing. So we done, in a way, a benchmark on where they are today, what they're covering. Also, regarding the discussion SDG, many of the companies that we looked into, they focus on 1 to maybe maximum 5, 6, with the same description as they previously gave. They focus on what is material and core to their business.
when we wanted more to involve other people and to start the discussion and interviews, we first thought on what is really the definition of sustainability that we feel comfortable with. And the one that was close to our heart is the one from 1987, defined by the United Nations, is that we should meet the needs of today, but not compromising the needs of the future generations. This is my paraphrasing, so don't take me word to word. And that basically means that we should fulfill our needs and have our business functioning and etc. today, but the way how we take decisions, it should be really important to rethink, because we need to take into account what is happening with the future and how even the future generations will be able to live the life they want. So that is when we defined what sustainability means for us as UCB. Our definition is that sustainability is about ensuring the creation of value for patients living with severe diseases now and into the future, while contributing to a society where a population of more than 8 billion people should be able to live a good life with limited resources. We had our definition. We started approaching different external and internal stakeholders. So we had 45 internal interviews. It was 10 early career professionals, because we wanted also to hear a younger population and what are their needs and ideas. Then we had interviews with senior leaders, and also in that moment, that was last year, with the full executive committee, including the CEO. Regarding external interviews, we had 35, and we interviewed patients, patient organizations, industry associations, academia, investors, and etc. And all of these interviews were semi-structured. What it means is that we didn't have a list of questions that we needed to go step by step and really answer on all of them. No, we wanted to start an open discussion in the beginning regarding sustainable development. So we really presented them the 17 SDGs. We shared with them what is the definition of sustainability and said, okay, these are all of the areas. What do you believe that are the areas where UCB should focus on? And it was a really open discussion. What was interesting, because even I called some of those interviews, that many of people knew at least something about UN agenda, while some didn't know so much. So we need to accept that I think everywhere people have a different level of understanding on SDGs, the scope of sustainable development, and what we as companies can do. So I mentioned, first we done trend analysis, we done benchmark, we also looked into some documents. So for example, the Global Reporting Initiative highlights the SASB for pharma, World Risk Report, and etc. And also the interviews. And then we done the materiality assessment. We finalized our grid, and we came into the 4 areas that I already mentioned before. So innovation in research and development and access to medicine were 2 topics that were really the most raised, both by internal and external stakeholders. And we should not be surprised about it because of the industry where we are in. Regarding employees, it was many things that we could do for our employees, but having in mind that we are really in a healthcare environment, we wanted to really focus on employees' health, safety, and well-being, because it's important that we take care of our employees, even if they are caregivers or maybe living in chronic conditions, or even if they just need a different flexible hours or the way how they work and they see work. And the last, as I mentioned, was environmental sustainability and really the connection between human and planetary health. The last one there is in orange, and it's on purpose. It's not a mistake during the PPT. So this was an additional topic that was also really highly rated, but we already had a project ongoing inside UCB regarding using digital and technology to measure impact, and that is why we put that a bit more on the side.
What is important here to say regarding stakeholder engagement is that from early start, we included a lot executive committee and the board. And I believe that that's quite important because them, the same as interviewees, they knew more or less about the topic, and having the continuous discussions and throughout a bigger and longer period, it really helps to bring them all to the same level. And it's also great to see their engagement, the questions they raise throughout this journey. Okay, and what also here I wanted to mention is when we came out with these areas, we also integrated it into the business in a way that are part of our 2020 objectives. And you need to understand not all of them are currently on the same level. So for example, regarding environmental sustainability, we done a lot of work already before. So we have the clear KPIs and targets. We want to be carbon neutral in 2030. And indeed, we're still revaluing and maybe trying to be more ambitious. While other areas we don't have still full KPIs. And that is what we will work on this year. In the report of 2019, Integrated Report of UCB, we published the KPIs and the targets that we have for innovation and environmental sustainability, while for the other two pillars, we promised that we will report on as from next year. So going back to a discussion of SDGs, as I mentioned, we done a benchmark. And in that benchmark, we realized really that companies are focusing on what is material to them. On the other side, we done our analysis to understand what is material to us. And after the materiality assessment, it was really, it was, how I would say, like a clear direction on where we should focus. So through our experience and expertise in healthcare and our partnership network, we realized that where we can bring the biggest impact is really focusing on SDGs number 3 and number 17. So 3 is good health and well-being, and 17 partnership for the goals. You can clearly see that the 4 priority pillars that I mentioned earlier are really interconnected to good health and well-being. And that is something that we really want to reach. We want to make a big impact focusing on this SDG, but we know that we cannot do it alone. And that is why we really want to use our networks network and partners all around the globe, because I didn't mention on the first slide, but we are in 36 countries, and partner in order to reach the SDG number 3. Indeed, it's important to highlight that we still indirectly are tackling many other SDGs, and you can see that in our integrated report, where we mapped all of the GRI indicators, so global reporting indicators that we answer on, with the respective SDGs. And we had a third-party auditor that was reviewing that content and that approved the matching that we done from our side. So just to try to summarize everything and leave some time for many questions that probably you also have for Benoit or myself, is that we really at the beginning looked back to understand on what is material for UCB. We done a big stakeholder engagement initiative. We also done desk research regarding benchmark, also looked outside for trends and what is happening in the world, more micro and macro level. Then we tried to, how I would say, digest all of those insights, and then we got 4 priority pillars that really highlighted the 2 SDGs that we would like to focus on, and those are number 3 and 17, while we still indirectly focus on many other ones. There's many other things that I can share with you, but we don't have that much time, so feel free to ask me any questions that you maybe have. Thank you very much, Vanya,
for these very interesting testimonials. N'hésitez pas à poser vos questions, soit à Vania, soit à Benoît, par le bouton conversation ou chat que vous avez en bas de votre écran. Et je vais... Alors ici, une question. Comment une entreprise du secteur privé peut ou doit formaliser son engagement envers les SDG? Benoît, peut-être? Oui, c'est une bonne question. En fait, et la communication autour de ces initiatives en matière de responsabilité sociétale ou de SDG en particulier est un élément important. Évidemment, avant de communiquer, il faut avoir du contenu. Je dirais que il y a la façon la plus traditionnelle de communiquer, c'est à travers ces fameux rapports de développement durable qui peuvent être basés sur les standards GRI notamment. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'autres formes de formalisation des engagements en matière de SDG. Je vous ai montré des exemples, par exemple, des ambassadeurs SDG, des SDG Voice. C'est une façon, à travers un petit spot vidéo, de communiquer un message. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, le rapport développement durable, la façon de le diffuser, soit en version PDF, soit en version interactive sur un site web de l'organisation, peuvent faire l'affaire certainement. Merci beaucoup. We have a question for Vanya. Do you feel your sustainability approach is helping with the current crisis? Yeah, that's an interesting question. And my answer would be yes, because I don't know if you saw, but UCB really published information on how we are answering on this current situation. And we have a focus on 3 things. And one is really on innovation and how we can innovate with others in order to bring some solution in this situation. Then there is a part on donation, and we donated in Belgium, I know 3,000 masks. Don't take me by I don't know the exact name, but they said for me super advanced SF something. And also, so I said 2, yeah. There is many initiatives. I now don't remember the 3rd one, but we are indeed, it started from the head of sustainability department all last week was working, and basically in a span of a week, we had many things that we are doing in order to answer on this crisis. Thank you very much. Benoît, could you elaborate on the materiality mapping? Oui, la matérialité est évidemment un exercice essentiel dans l'approche générale CSA, mais aussi pour les SDG. Vania a expliqué un peu le cas du CB en matière de consultation interne et externe des différents stakeholders. Donc, la base de la matérialité, c'est d'abord d'identifier quelles sont les parties prenantes importantes pour l'organisation, celles qui ont une influence sur l'organisation et qui peuvent avoir un avis sur les attentes par rapport à l'organisation. Donc ça, c'est une première chose à faire. Après, l'exercice de matérialité en lui-même, il peut être fait à travers des consultations qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être simplement un questionnaire online que vous envoyez à des personnes. Ça peut être l'organisation de focus group. Ça peut être aussi des événements que vous organisez avec vos stakeholders. Mais derrière ça, il faut développer quand même une méthodologie qui permet d'arriver à un résultat. Et il y a différents outils pour faire ça. J'ai évoqué à la fin de ma présentation un certain nombre de questions qui se posent par rapport à une approche vers les 169 sous-objectifs. Il y a des outils Excel qui existent qui peuvent permettre de formaliser ça et de quantifier et d'arriver à des résultats sur base de rating qu'on demande à différents stakeholders pour effectivement arriver à matérialiser et obtenir ce qu'on appelle dans le jargon la matrice de matérialité des thèmes importants ou des SDG importants pour une organisation. Question suivante pour Benoît. La région bruxelloise a-t-elle aussi des éléments de communication sur les SDG? Eh bien, la région bruxelloise, pour être très honnête avec vous, je n'ai pas de contact personnel direct avec eux.
et donc je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Donc, je vous ai dit, on a énormément d'initiatives qui sont prises au nord du pays. En Wallonie, l'Union wallonne des entreprises, la région wallonne, le SPW, commence à être au fait et à prendre aussi des initiatives. À Bruxelles, honnêtement, je ne peux pas répondre à la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, mais je ne peux pas répondre personnellement à la question. Et je dois avouer que moi aussi, j'ignore la réponse. Pour Vania, could you motivate your colleagues from other big pharmaceutical actors to do the same regarding sustainability? So can we motivate other companies to do the same? I'm not sure I understand. By doing SDG approach or sustainability approach, could you bring with you other big pharmaceutical actors who maybe were already in the sustainability approach or maybe were motivated to engage because of you? Are you an example or a motivator for others? So to be honest, we still didn't start communicating broadly and engaging. We are currently working on a big project of internal and external communication and engagement regarding the sustainability approach. So this presentation is one of the first things that we've done regarding all of this. The first thing when we launched and published all of the information externally was with integrated report on 20th of February. And now it's end of March, so we are slowly going into the journey, and hopefully we will be a good case practice once in Benoit's presentation or anywhere else. I really hope, and we will try to share our knowledge with others. And I saw that it was a question regarding who was the company that worked with us. Feel free, Gail, to put me in contact with this person so I can share that information. And another question for you, Vania. How did you start? Is that with the management? It came from the management or from the board? At the end, it was many different discussions. As I understand, mostly it started from the person that is now head of sustainability, reporting directly to the CEO. So they were having discussions, and through those discussions, it started moving around. What is important to say, and I didn't say, is also that from the start, it was only two people. So it was myself and the head of sustainability that were working on this project of materiality assessment. But what we done in order to include different people throughout the journey is we had a core team that had an executive committee member and many senior colleagues that were throughout the journey helping us and feedbacking things and etc. And they were also our first ambassadors, how we could call it, and that were on positions that helped us move. And the next question, can you measure that employee engagement has improved and client satisfaction? So that is what I said. We don't do employee engagement still in that kind of a way. We only started the journey. So our idea is really to measure it. And until summer, we will have a solid communication and engagement strategy, both internal and external. And we really want to see the. Thank you. Do you have any more questions before we end this webinar? Just then a few conclusions. Thanks a lot. Merci, pardon. Merci beaucoup à nos deux orateurs pour avoir partagé tout ça avec vous et avec moi. Je suis sur la mauvaise slide. L'enregistrement, s'il a bien fonctionné, et les slides seront disponibles assez rapidement sur notre site web, mais vous serez prévenus aussi par mail. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de mettre à jour les EG qui se trouvent sur votre page de profil. C'est peut-être une bonne occasion pour s'y plonger. Et si vous avez besoin d'un nouveau login, faites-moi signe. Pour information, les prochains webinaires qui sont à l'agenda seront sur la due diligence et deux sur la diversité dans les équipes. La première, comment gérer une équipe diverse, et la deuxième sur le LGBT sur le lieu de travail. D'autres sont en cours de réflexion, mais vous serez prévenus évidemment dès que possible par une invitation par mail. Merci encore pour votre participation et prenez soin de vous et de vos familles. Bonne journée. Merci Gaël. Et au revoir à tous.